Euh, Aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière. Il n'est ni un cours, ni un QCM. L'idée, c'était et ça, on va le faire plusieurs fois dans l'année. Soit ça sera en Zoom, soit ça sera en présentiel, peu importe. Mais l'idée, c'est de prendre un cours particulier et le résumer à l'essentiel à travers des notions de cours. Vous allez voir le PowerPoint de Mustapha et également Anna, etc. Des choses qui font que tomber en permanence. Voilà, c'était ça un peu l'idée, même si l'idée, c'est pas d'apprendre que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, mais aller à l'essentiel, de vous refaire apprendre ces genres de cours, on va faire pour le max cette année. Et on vous donne en tout cas cet exemple-là aujourd'hui et demain, il y aura encore une séance sur Pelvien. Mais voilà, c'était un peu l'idée d'aujourd'hui. Donc, Moussa, je te laisse. S'il y a des gens qui sont dans la salle d'attente, tu peux les accepter. Donc, je te laisse. Ok, bon courage. Merci à toi. Bonjour à tous. Vous me connaissez déjà, je suis Mustapha. Aujourd'hui, on va donner cours de membres thoraciques, mais on n'a qu'une heure, donc on va essayer de voir l'essentiel, donc les révisions, et on va aller voir les annales. À quoi est-ce qu'elles ressemblent les annales? Sachez déjà que ce genre de choses, c'est-à-dire d'aller revoir que les points essentiels, ce n'est pas une chose à faire. Pourquoi? Parce que tous les détails comptent, ok? Maintenant, ce cours est adressé à ceux qui ont déjà du membre thoracique qui ont envie de le réviser en une heure ou même pas, ok? Mais pendant l'année, sachez qu'il faut voir tous les détails, qu'il faut apprendre tous les détails, ok? Donc, on va commencer, on va aller voir os par os et on va aller voir aussi comment est-ce que se construisent les annales sur ce cours-là. Sur ce cours, donc, il est donné par Madame Guénoun, il est fait en 4 heures à la fac. Clavicule. Donc, la clavicule est un os qui est bilatéral, c'est-à-dire qu'il est des deux côtés, donc à droite et à gauche. Il est palpable, ok, donc c'est-à-dire qu'on peut le toucher. Il est subcutané, on peut le toucher, on peut le palper. Il est oblique en haut, en arrière et en dehors. J'espère que sur les, le sens des os, vous êtes au point, parce que ça tombe beaucoup, et ce n'est pas quelque chose à apprendre par cœur, ok? N'allez pas apprendre ça par cœur, pourquoi? Parce que je pourrais très bien vous mettre que c'est oblique en bas, en avant et en dedans. Et si vous n'avez pas compris le concept de savoir quelle est l'obliquité d'un os, vous allez très très vite vous perdre et tomber dans les pièges. Il y en a beaucoup sur ça, donc je vous conseille vraiment d'aller apprendre comment est-ce on fait pour opérer ça. Et si jamais vous ne le savez pas sans me le demander, soit là vous allez voir une vidéo, il y en a plein qui l'expliquent. La clavicule est située dans la partie antéro-supérieure du squelette thoracique. Elle fait partie de la ceinture scapulaire qui relie le membre thoracique au squelette axial. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la clavicule fait partie donc, de la partie antéro-supérieure, tandis que la scapula, qu'on va voir après, elle fait partie de la partie postérieure ou supéro-postérieure de la cage thoracique, ou du squelette thoracique, comme vous voulez. Elle fait partie de la ceinture scapulaire. Donc, la ceinture scapulaire, c'est comme on l'a vu, un ensemble qui est formé de deux os, donc la clavicule et la scapula, qui permet de relier le membre supérieur, donc le membre thoracique, au squelette axial. Ok. Elle permet donc de relier le squelette thoracique, qui fait partie du squelette appendiculaire, au squelette axial. Elle est tendue entre le sternum et la scapula. Le sternum, je pense que vous savez tout ce qu'est. C'est un os qui donc fait partie de la cage thoracique. Il est en avant de la cage thoracique. C'est un os qui est unique. Et celui-ci est divisé en trois parties. Ça, c'est un rappel du cours d'ostéologie. Il est divisé en haut au manubrium sternal. En milieu, il est divisé, c'est le corps sternal. Et en bas, c'est le processus xiphoïde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie en haut, c'est donc le manubrium sternal. C'est avec cette partie-là que va s'articuler la clavicule et plus précisément par l'incisure claviculaire du manubrium sternal, ainsi que la face supérieure du premier cartilage costal. On a des côtes, ces côtes-là, elles sont reliées au sternum par du cartilage. La clavicule possède une courbure médiale convexe en avant, une courbure latérale concave en avant. Donc là, vous voyez, là, vous avez une vue qui est supérieure de la clavicule droite. Ok. Là, vous voyez que c'est convexe en avant, dans la partie médiale, tandis que dans la partie latérale, c'est concave en avant. Ok. En QCM, cette partie-là, il y a 10 000 versions sur cette partie-là. Sur cette phrase-là, il y en a 10 000. Ok, je pourrais très bien vous dire que c'est une courbure médiale concave en arrière et concave en avant, convexe en avant, latérale, convexe en arrière, etc. Si, il ne faut pas prendre par cœur, mais il faut plutôt comprendre. Ok, vous pouvez toucher, palper votre clavicule maintenant, en ce moment, et vous allez sentir que la partie qui est vers le centre, donc la partie qui est médiale
va être convexe en avant, tandis que la partie qui est latérale, elle va avoir tendance à se creuser et donc elle va être concave en avant. Ok. Ou aussi, on peut se dire qu'elle est convexe en arrière. Apprenez bien ça, mais surtout comprenez, parce que ça tombe tout le temps. C'est une phrase, voilà, c'est une phrase qui remplit bien les QCM. C'est pas cette phrase-là qui va manquer. Là, vous avez des images. Je vous ai mis les planches du polycopier qui risquent de tomber. En QCM, vous allez voir qu'il y a beaucoup de planches qui tombent, mais en anal, donc depuis quelques années maintenant, les planches ne tombent plus trop. Maintenant, on apprend les planches juste pour de quoi comprendre le cours, parce que comprendre un cours sans les planches, c'est très compliqué. Donc maintenant, les planches, elles sont juste là, on va dire, pour illustrer. Sachez que nous, à notre année, sur 20 QCM, on a eu droit qu'à deux planches. Il y avait seulement deux QCM où on nous questionnait sur des numéros de planches. C'était en digestif et en appareil d'innervation avec corollaire. Donc voilà, avant, ça tombait à tous les QCM. Donc avant, vous avez 20 QCM, vous avez 20 images qui tombaient. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, il n'y en a plus que très peu. Mais c'est toujours bon d'apprendre. Pourquoi? Parce que déjà, en QCM d'entraînement, ça tombe. Et en plus, ça permet d'illustrer ce que vous êtes en train de lire. Donc là, vous voyez la clavicule en vue supérieure, là en vue inférieure. Ici, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Euh, non, Colline, ce n'est pas normal que tu n'entendes rien. Vous m'entendez, vous, le reste ou pas? Oui, 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 c'est oui. bon. Ok, ok. Non, ce n'est pas normal. Je ne sais pas, essaye de bien regarder si tu es connecté, enfin, bon, si tu es connecté ou quoi, ou augmente ton volume, je ne sais pas. Bon. Donc, je vous disais, c'est cette partie-là qui est un petit peu plus compliquée à cerner en QCM. Elle tombe plus rarement, mais elle fait plus de dégâts en QCM. Pourquoi? Parce qu'on a plus de mal à visualiser. Donc là, ce qu'il faut bien apprendre dans cette partie-là, dans une vue inférieure de la clavicule droite, c'est que là, en avant, vous allez avoir, en avant de la partie inférieure, vous allez avoir la ligne trapézoïde. En arrière de cette ligne trapézoïde, vous allez avoir le tubercule conoïde. Et là, au milieu, donc au milieu de la face inférieure, vous allez avoir la gouttière du muscle subclavier. Ok, il va y avoir aussi des muscles et des veines qui vont passer par là. Euh, à noter que la partie, donc cette partie-là en neuf, enfin plutôt la partie qui est ici, donc ici ou là, ça va être l'extrémité, comme son nom l'indique, sternale. C'est une extrémité, si vous touchez votre os, vous allez sentir que c'est une extrémité qui est un peu arrondie, tandis que plus vous allez vers plus vous allez en dehors de la clavicule, et plus vous allez sentir qu'elle va s'aplatir. Ok, elle est aplatie, on dit qu'elle est aplatie en dehors, de haut en bas. Notez-le bien parce que nous, à notre année, c'est tombé ça, qu'elle était aplatie de haut en bas en dehors et que en dedans, elle était arrondie. Bon, pour revenir sur ça, nous, ça aussi, c'est tombé cette année. Enfin, à mon année, en décembre 2023, c'est tombé. Enfin, on nous posait des questions sur ce qui passait par la gouttière du muscle sous le clavier. Maintenant, on va voir à peu près à quoi ressemblent les annales. Voilà. Les annales, elles se présentent sous cette forme-là, où en gros, euh, en anatomie, vous allez avoir, plutôt pour le membre thoracique, vous allez avoir des annales pour chaque os. C'est-à-dire qu'on va vous dire concernant l'humérus, concernant le clavicule, concernant la scapula. Et voilà. Et ça, sachant qu'en général, il n'y a que deux questions qui tombent chaque année en membre thoracique, il n'y a pas tous les os qui tombent. Donc, c'est entre vous et votre chance si jamais c'est un os que vous n'avez pas très bien appris. Donc, par exemple, en annale de décembre 2022, donc, c'était un petit peu moins d'il y a 2 ans, on nous demandait la clavicule est un des deux os de la ceinture scapulaire. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. La ligne trapézoïde est située à la face supérieure de la clavicule. C'est vrai ou c'est faux? Ok. Euh, Au pire des cas, si vous ne savez pas, essayez de tenter quand même parce que j'avais remarqué, moi, durant mon année, que lorsqu'on fait des erreurs, vous allez mieux retenir. Même si vous ne Ah, savez je pas, crois vous que c'est faites. vrai, mais je suis pas sûre. Non, c'est faux, c'est à la face inférieure. Je vais juste vous remettre l'image. Voici. Donc, je vous avais dit qu'en vue inférieure, ça c'est la clavicule en vue inférieure. Donc là, c'est la partie vers le sternum, et là, c'est la partie vers, la, la- vers le dehors. Donc là, il y a la ligne trapézoïde. Là, il y a le tubercule conoïde. Attention à bien faire la différence entre le mot conoïde et coronoïde qu'on va voir tout à l'heure. Ok, ça, c'est des pièges qui tombent tout le temps. Là, c'est bien tubercule conoïde. Ok, conoïde. Tout à l'heure, on verra qu'il y a d'autres termes qui lui ressemblent. Il faut bien distinguer dans ce coup.
Donc, donc là, la ligne trapézoïde est située à la face inférieure de la clavicule. On le voit ici en 7. C'est ici. Pardonnez-moi, c'est la ligne trapézoïde, donc c'est en 8. C'est ici, c'est en 8, c'est la ligne trapézoïde. La clavicule a une face inférieure creusée dans sa partie moyenne par le sillon du muscle sous-clavien. C'est vrai ou c'est faux? Allô? Personne? Je dirais que c'est vrai. Vrai. C'est vrai, c'est totalement vrai. À noter aussi que, étant donné que là, il y a plein de choses en vue inférieure, on dit que la face inférieure est rugueuse, tandis que la face supérieure est lisse dans presque toute son étendue. Ok. Ça, c'est des faces qui sont dans le poli, elles sont dites telles quelles. Donc, face supérieure lisse dans presque toute son étendue, et face inférieure qui est rugueuse, parce que ici, voilà, vous voyez une ligne ici qui est trapézoïde, un tubercule conoïde, là une gouttière, donc vous voyez que c'est pas lisse. Item D, la clavicule a une face supérieure lisse qui donne insertion dans son tiers médial au muscle deltoïde. Donc là, je ne peux pas vous demander c'est beau, c'est faux, c'est un item qui est hors concours. Mais je voulais tout de même vous le montrer pour vous dire que parfois, les preuves excusez-moi, peuvent faire tomber des choses qui ne sont pas dans le poly. C'est peut-être des choses qu'elle a dit à l'oral à cette année-là, en tout cas, ça n'est pas dans le poly. Donc, pour ceux qui ne vont pas en cours, sachez que ça vous arrivera. Sachez que moi, par exemple, je n'en avais pas du tout en cours. Je me suis retrouvé face à des items hors concours, j'ai coché au hasard. Mais voilà, c'est pas ça qui va vous valoir votre place, quoi, ok. Moi, j'ai très bien réussi sans être allé en cours, même si j'ai raté quelques informations qui n'étaient pas dans le poly. L'extrémité sternale de la clavicule s'articule avec le premier cartilage costal. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un peut répondre? Non, il y a personne? C'est Bon. vrai? Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, vous avez la clavicule en vue supérieure. Là, vous avez l'extrémité qui est sternale. Donc on dit qu'elle est sternale parce qu'elle est du côté du sternum. Ok. Et là, on dit que c'est l'extrémité acromiale. Enfin, ouais, extrémité acromiale parce qu'elle est du côté de l'acromion. L'acromion, c'est ce qu'on va revoir tout à l'heure, mais en gros, c'est en dehors de la clavicule. Ok. C'est plus, enfin, c'est plus en dehors, quoi. Donc, on nous dit qu'elle s'articule avec le premier cartilage costal. C'est vrai, c'est une phrase qui est dans le poly. Donc, c'est l'extrémité sternale qui va s'articuler avec l'incisure claviculaire du manubrium sternal ainsi que la face supérieure du premier cartilage costal. La phrase est telle quelle dans le poly. Voici une autre annale de décembre 2023 où on nous disait concernant la clavicule, cochez là les propositions suivantes. La clavicule est dirigée obliquement en dehors et en avant. C'est vrai ou Vrai. c'est faux? C'est faux, c'est en Je pense que c'est arrière, faux, c'est en arrière. c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous demandais de bien comprendre les orientations. Là, si vous ne comprenez pas trop l'orientation de la clavicule, prenez votre doigt et vous mettez selon le grand axe de la clavicule. Ok. Vous allez voir que votre doigt, il va être oblique en arrière, il va être oblique en haut, il va être oblique en dehors. Ok. Sachant que ça, c'est une direction, et pour ceux qui ont fait physique, il y a une direction et deux sens. Ok. Donc, on peut soit dire haut, en dehors et en arrière, ou alors on peut dire en bas, en avant et en dedans. Elle présente une courbure médiale convexe en avant et une courbure latérale concave en avant. C'est vrai ou c'est faux? Je crois que c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement vrai. Je vous ai dit que c'est une phrase qui tombe souvent. Sa fracture est très rare. C'est C'est vrai ou c'est faux. faux? C'est C'est Faux. 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 En général, les os que vous pouvez toucher, qui sont subcutanés et qui sont palpables, c'est des os qui sont fragiles. Les vaisseaux sous-clavier et le plexus brachial peuvent être lésés lors d'une fracture de la clavicule. C'est vrai ou C'est c'est vrai. faux? C'est totalement vrai. C'est intuitif. En gros, vous avez des vaisseaux qui passent, vous allez voir ça plus tard dans l'année. Mais en gros, vous avez des vaisseaux qui vont passer en dessous de la clavicule. Et donc, vous doutez bien que si vous cassez votre clavicule, ces vaisseaux peuvent être lésés. Sa face inférieure est lisse. C'est vrai ou c'est C'est faux? faux. C'est faux. C'est Oh, faux, c'est C'est la faux. supérieure. C'est ça. C'est la face supérieure qui est lisse dans presque toute son étendue et la face inférieure est rugueuse. Ok. Voici à quoi ça ressemble des annales de la clavicule. Donc, vous avez vu que c'est des trucs qui sont pas très compliqués. À force de revoir ce cours, vous allez voir que ça va vite rentrer dans la tête et ça va devenir une formalité pour vous. Donc, la scapula. La scapula est un os qui est bilatéral. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on en a deux de chaque côté. Euh,
C'est un os qui est plat. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le premier cours vous savez, le premier cours d'ostéologie où on vous présente les différents types d'os, les différents types de muscles, les différents types d'articulations. Je vous conseille de le faire euh, pour bien comprendre ça. En gros, vous avez les os, vous avez trois types d'os. Ok, vous avez les os longs, les os plats et les os courts. Les os longs, c'est les os qui ont une longueur qui est beaucoup plus élevée que leur largeur et leur épaisseur. Vous avez les os plats qui ont une longueur et une largeur qui est équivalente et qui est plus élevée que leur épaisseur. Vous avez les os courts qui ont leurs trois dimensions qui sont équivalentes. Ok, donc, à peu près autant en longueur, autant en largeur, autant en épaisseur. Ok, donc la scapula s'inscrit dans les os plats. C'est un os qui est plat. Je ne sais pas si vous visualisez, mais voilà, si vous le mettez de côté, vous allez voir qu'il est fin. Et donc, il est mince aussi. C'est un os qui est fin, c'est un os mince. C'est un os qui est triangulaire. Ça, vous voyez, c'est triangulaire, c'est facile. De K2 à K8, c'est-à-dire de la côte numéro 2 à la côte numéro 8. La scapula, voilà, elle est entre ces côtes-là, de la 2 à la huitième côte. À bien apprendre, ça tombe, on vous fait plein de pièges dessus. En général, je pourrais vous dire que c'est de la deuxième à la septième côte, de la deuxième à la sixième, ou de la troisième à la huitième. Ben, c'est faux, c'est de la deuxième à la huitième côte. Elle fait partie, donc, comme dit tout à l'heure, de la ceinture scapulaire. Elle a une face costale concave en avant. À noter que la scapula, elle a deux faces. Ok. Donc, comme c'est dit ici, elle a trois bords, trois angles, et ici deux faces, j'ai oublié de mettre le deux. Euh, elle a une face, donc la face antérieure qu'on va appeler la face costale. Pourquoi? Parce que c'est la face qui va être en contact avec les côtes. Et une face dorsolatérale, c'est celle-ci, on la voit ici. La face costale, donc la face qui est antérieure, elle est concave en avant. Donc si on met la clavicule en vue latérale, on va voir qu'elle est concave en avant. Elle a trois bords, ok. Bord latéral, bord médial et bord supérieur. Ici, elle a trois angles. L'angle qui est inférieur qui va être délimité par le bord médial et le bord latéral. L'angle supérieur qui va être délimité par les bords supérieurs et le bord médial, ainsi que l'angle latéral qui va être délimité par ici le bord latéral et le bord supérieur. Elle s'articule par la cavité glénoïde et par l'acromion. Ok, la clavicule, la scapula s'articule avec deux os. La clavicule par ici, on le voit ici, l'acromion. L'acromion, c'est ça, c'est ce qui est en quatre. Là, ici, ici et ici. C'est ça, c'est l'acromion. Et elle s'articule avec l'humérus par la cavité glénoïde. Là, en 13. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, ce sont des planches qui tombent. Donc, à chaque fois que je vous mettrai un os et des planches, c'est les planches qui sont le plus susceptibles de tomber. Ok, vous allez voir. Moi, je dis ça parce que j'ai fait, enfin, je suis passé par là où vous passez, là en même temps. Je suis passé par la passe. Je sais ce qui tombe ou ce qui tombe pas en général. Donc, je vous ai mis ces planches-là parce que c'est des planches qui vont tomber. Donc, à bien apprendre. Euh, la face ici, je ne sais pas si vous savez, enfin, je ne sais pas, vous êtes censé avoir ce cours là, c'est juste une révision, mais vous avez le bord supérieur qui va être délimité en dehors par l'échancrure coracoïdienne et, et en intérieur par l'angle supérieur. Ici, vous allez avoir le bord médial qui va être délimité par les deux angles et le bord latéral qui va être délimité par le col. C'est ça, c'est le col que vous avez en 8 et par l'angle inférieur. La cavité glénoïde, c'est une cavité qui va s'articuler avec qui? Avec la tête de l'humérus. Okay. La cavité glénoïde, c'est une cavité qui regarde en avant, en haut et en dehors. Et c'est une cavité qui est légèrement concave. Okay. Elle n'est pas très, très creusée. Vous le voyez ici. Là, vous voyez qu'elle est légèrement creusée, légèrement excavée, comme c'est dit dans le cours. Donc, attention, parce que ça tombe souvent, souvent, vous allez voir tout à l'heure, mais il y a un item qui tombe dessus, donc ça va bien apprendre. Là, vous voyez qu'elle est mince, la scapula, et elle est concave en avant. Okay. Elle a une fosse vers l'avant, quoi. Okay. Voici donc les annales de décembre 2021. La scapula est un des trois os de la ceinture scapulaire. C'est vrai ou c'est faux? Faux. C'est Ouais. faux. C'est faux parce qu'il y a deux os dans la ceinture scapulaire. Euh, la scapula est un os plat qui s'étend de la deuxième à la huitième côte. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est bien, c'est vrai. La scapula est disposée dans son ensemble dans un plan oblique en avant et en dedans. C'est vrai ou c'est Je faux? crois que c'est faux, je crois. C'est faux. C'est ça, c'est faux.
Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, c'est en gros, là, je prends un squelette, un squelette thoracique par exemple. Là, là, on nous dit quoi? Dans l'item, on nous dit, enfin, on nous demande d'affirmer ou d'infirmer si la scapula est disposée dans son ensemble dans un plan oblique en avant et en dedans. Comment est-ce que je sais? Dans le poli, on nous dit qu'elle est disposée dans un plan oblique en avant et en dehors. C'est en dehors. Pourquoi c'est en dehors? Parce que là, quand je regarde la scapula d'en haut, et si je trace une flèche ici, on va voir que la scapula, elle part en avant et en dehors. OK? Et pas en dedans. C'est vraiment très visuel, ce genre d'items. Il ne faut pas les apprendre, il faut surtout les comprendre. Parce que si vous les apprenez, vous allez vite tomber dans le piège. Le bord supérieur de la scapula se termine en dehors par l'incisure scapulaire qui livre le passage au nerf suprascapulaire. C'est vrai ou c'est faux? Je crois que c'est vrai. C'est C'est vrai. faux, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Ici, en 11, vous allez avoir l'échancrure coracoïdienne ou l'incisure suprascapulaire, c'est synonyme. Et qu'est-ce qui va passer par là? Par là va passer le nerf suprascapulaire. Ok. Je vous rappelle que le bord supérieur est délimité en dehors par l'échancrure coracoïdienne, ou alors l'incisure suprascapulaire, et en dedans par le bord supérieur, par l'angle supérieur. Voilà. Entre l'incisure scapulaire et l'acromion, vous allez avoir l'échancrure coracoïdienne. C'est ça, c'est cette espèce de doigt demi-fléchi qui est en 15, on appelle ça le processus coracoïdien. C'est là où je vous disais tout à l'heure de bien faire attention. Pourquoi? Parce que on va surtout piéger entre le tubercule conoïde qui est ici en 7, avec ensuite l'échancrure coracoïdienne en 15, et vous allez voir tout à l'heure avec le processus ou la fosse coronoïdienne. Ça a bien distingué ces trois items parce qu'on va vite, enfin, vous pouvez vite tomber dans le piège si vous n'avez pas faire la distinction. Ensuite, dernier item, la cavité glénoïdale est ovalaire à grosse extrémité inférieure et fortement concave. C'est vrai ou c'est faux? Oh, Faux. C'est pourquoi c'est faux? Bon. parce qu'elle est Euh, convexe, non? non, c'est parce que c'est fortement concave qu'il faut. C'est légèrement concave, pas fortement. La cavité glénoïdale, c'est synonyme. Elle est ovalaire, donc jusqu'à là, c'est vrai. Vous le voyez ici, elle est ovalaire. Elle a une forme d'œuf, ovale. Voilà, vous regardez le, voilà. À grosse extrémité inférieure, jusqu'à là, c'est vrai. Une extrémité inférieure qui est grosse, ici, cette partie-là. Par contre, elle est légèrement concave et pas fortement concave, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très creusée. Ok, vous voyez qu'elle est un peu plate, elle est à peine creusée. Donc, on dit qu'elle est légèrement concave. Elle est là, l'erreur. L'humérus. L'humérus, c'est un os qui est long. Donc, vous savez déjà maintenant ce que c'est qu'un os long, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un os qui est bilatéral, donc on en a deux, un à droite et un à gauche. C'est l'unique os du bras. Attention, je vous l'ai entouré. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus un item que vous allez voir dans les premières écuries où ceux qui ne sont pas les plus aguerris d'entre vous vont vite tomber dans le piège. Donc, attention à ne pas tomber dans ce piège-là. C'est l'unique os du bras. On a un bras qui est formé donc par l'os de l'humérus, qui contient l'os de l'humérus. On a l'avant-bras on verra après ce que c'est ce qu'il y a en dessous. Et voilà, à bien distinguer ça. Nous, ce qu'on appelle dans le langage courant le bras, ce n'est pas ce que décrit le poly. Ok. En anatomie, on est exact. Pour nous, le bras, c'est juste la portion entre l'épaule et le coude. Ce n'est que ça, le bras. Il contient qu'un seul os, c'est l'humérus, que voici. Donc, l'humérus, comme tout os long, il a une diaphyse et deux épiphyses. Normalement, ceux qui ont fait le cours d'ostéologie, le premier cours d'anatomie, vous savez déjà ce que c'est qu'un os long et ce que c'est qu'une diaphyse et qu'une épiphyse. En gros, voici un os long à peu près à quoi il ressemble. Ici, le corps, on va dire, le corps de cet os-là, on va l'appeler la diaphyse. Et les deux extrémités, ici et là, on va les appeler les épiphyses. La diaphyse, donc le corps, elle contient trois faces et trois bords. Elle a une face, enfin, l'humérus a une face antéromédiale, antérolatérale et postérieure. La face antéromédiale contient ici un V ouvert en haut qu'on appelle la tubérosité deltoïdienne et qui est destiné à accueillir le muscle deltoïdien. Le muscle deltoïdien est un muscle qui est innervé, comme c'est écrit dans Poly en italique, par le nerf axillaire qui va passer derrière le col chirurgical de l'humérus.
C'est un nerf qui est moteur, donc c'est lui qui va activer les actions motrices du muscle deltoïde. Pour ceux qui font un petit peu de muscu ou quoi, vous savez ce que c'est le muscle deltoïde. Euh, donc, il a trois faces. Une autre face qui va être une face antéro-médiale, qui est ici, qui va avoir en fait un trou nourricier qui va être destiné à faire passer les vaisseaux pour nourrir les os. Les os, vous allez le voir, ce sont c'est de la matière vivante qui est, comme toute autre matière, comme tout autre tissu, doit recevoir des nutriments de la part du sang. Donc pour ça, il a des trous, vous allez voir dans plusieurs planches d'anatomie, que parfois on va vous demander d'apprendre des trous, comme ici, alors comme dans le fémur, il va y avoir un autre trou, et il faut apprendre. Et ces trous-là, pour ceux qui veulent savoir à quoi ça sert, ben, ça sert à vasculariser les os. Pour finir, il y a une dernière face, c'est la face postérieure. La face postérieure qui contient dans son tiers moyen la gouttière du nerf radial qui est oblique en bas et en dehors et qui est destinée à accueillir le nerf radial. Il a trois bords, donc bord antérieur, bord médial ici et bord latéral. Il a deux épiphyses, l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. L'épiphyse proximale est formée de trois portions, une portion qui est articulaire, pardonnez-moi, une portion articulaire et deux portions qui sont non articulaires. Quelles sont-elles? Alors, la portion articulaire, c'est la tête, donc vous l'avez en 12 ici, c'est la tête humérale. La tête humérale, c'est celle-là qui va s'articuler avec la scapula. Elle va avoir un diamètre, un rayon, pardonnez-moi, un rayon de 30 mm et ça représente le tiers d'une sphère. Ok. Et entourez bien ce que je viens de dire pour ceux qui écrivent ou alors rappelez-vous bien de ce que je viens de dire. La tête humérale, c'est le tiers d'une sphère d'un rayon de 30 mm. C'est une phrase à très bien apprendre parce que ça tombe tout le temps en QCM. Tandis que le fémur, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui le savent, peu importe, ça va être les deux tiers d'une sphère de 25 mm de rayon. Il faut bien comprendre pourquoi, parce qu'on peut très bien vous demander que la tête humérale, c'est le tiers d'une sphère de 6 cm de diamètre, ou alors de 3 cm de rayon. Bah, tout ça, c'est juste, ok? Donc le rayon, c'est 3 cm et le diamètre, c'est 6 cm. Ensuite, vous allez avoir deux portions non articulaires. Ici en 13, la portion qu'on va appeler le trochiter, donc, ou le tubercule majeur, c'est synonyme. Le tubercule majeur, sur sa face supérieure, vont s'insérer plusieurs insertions tendineuses. Et le tout, on va appeler ça la coiffe des rotateurs. Là, c'est pas, on ne le voit pas très bien ici, enfin, on ne le voit pas du tout ici, mais c'est à bien apprendre. Ensuite, vous allez avoir le tubercule mineur, ici en 14. Je vais juste vous montrer pourquoi on les appelle tubercules majeurs et mineurs. C'est tout simple, c'est parce enfin, il y en a un qui est plus gros et l'autre qui est plus petit. Voilà. Ici, là où il y a, ici, là, vous voyez, ça va être le tubercule majeur, là, le tubercule mineur. Ok. Ensuite, vous allez avoir des insertions ici de muscles sur le tubercule majeur. Et ces insertions de muscles, on va les appeler la corde des rotateurs. Donc, le tubercule mineur, ça va être le troquin. Son synonyme, c'est le troquin. Entre les deux, vous allez avoir une gouttière bicipitale. La gouttière bicipitale, c'est elle qui va faire passer le chef long du muscle biceps brachial. On va voir tout à l'heure lorsqu'on reparlera du radius. Mais en gros, il faut retenir que là, vous voyez, entre les deux tubercules, on va voir les tendons d'un muscle le tendon du muscle biceps brachial, et plus précisément le tendon du muscle, le chef long du muscle biceps brachial qui va passer par là. Là, vous le voyez là. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les tendons. En gros, vous avez des muscles. Ces muscles-là, ils sont, on va dire, ils sont liés aux os, ils sont articulés aux os par des tendons. On voit ici en blanc. Les tendons, ils sont inextensibles. Le muscle biceps brachial, il va avoir deux tendons, deux chefs longs, enfin, deux chefs, un long et un court. Le chef long va passer par la gouttière bicipitale et il va être maintenu dans cette gouttière par le ligament huméral transverse. On voit ici, là. Et là, vous voyez votre chef long. Sachant que la gouttière bicipitale fait partie de la face antéro-médiale de l'humérus. Cette planche-là, c'est une planche qui contient 26 items. Elle peut faire peur à première vue d'œil, mais sachez que durant le semestre, vous allez tellement la revoir que vous allez la prendre par cœur. C'est une planche qui est très facile, qui va devenir très facile. Ok.
Vous allez voir dans votre poly qu'il va y avoir plusieurs planches comme ça. Vous allez avoir plein de trucs à apprendre. N'apprenez pas tout d'un coup. Allez-y, allez-y mollo. Apprenez, on va dire, quelques trucs à chaque révision, quelques systèmes à chaque révision et voilà. Là, vous avez une planche en vue antérieure et là en vue postérieure. Sachant que l'épiphyse distale, elle, contient aussi trois portions. Donc, comme elle a l'épiphyse proximale, l'épiphyse distale en contient aussi trois. Deux portions, elles vont être articulaires, comme l'épiphyse proximale, et une portion va être articulaire. Donc, ici, vous allez avoir en 25 ce qu'on appelle l'épicondyle médial, en 26 l'épicondyle latéral qui ne sont pas articulaires. Et au milieu, vous allez avoir la portion qui est articulaire qui va être formée de trois parties. La première partie, ça va être la trochlée qui est en dedans, là. La deuxième partie, ça va être la zone capitulo-trochléenne en 24, vous le voyez ici. Et la troisième partie, ça va être le capitulum. Attention de faire la différence avec le capitatum, qui est un os du cap. Le capitulum, on le voit, c'est une saillie semi-sphérique qui est visible comme partie antérieure. Ok. Vous voyez ici en 22. La trochlée va s'articuler avec l'ulna, via l'incisure trochléaire, comme son nom l'indique, de l'ulna. La zone capitulo-trochéenne va s'articuler avec le biseau de la tête radiale. Et en 22, le capitulum va s'articuler avec le fovea radial. On va le voir tout à l'heure. Mais attention à bien noter ces choses-là. Parce que ça tombe en QCM. On va vous demander la trochlée avec quoi s'articule. Enfin, c'est des choses qui sont très simples lorsqu'on les visualise, mais à bien comprendre. Dernière chose, ici, pour le radius, vous avez deux passages de nerfs qui sont importants à prendre. Le passage ici en 5 du nerf radial via le sillon du nerf radial qui oblique en bas et en dehors. Et en 14, le sillon du nerf ulnaire qui fait partie donc, de la partie postérieure de l'épicondyle médial. Et c'est à cause de lui qu'on a des décharges lorsqu'on a un choc vers le coude. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous, de vous toucher un petit peu le coude. Parfois, on a des décharges électriques. C'est dû à ça. C'est parce qu'il y a un nerf ici, le nerf ulnaire qui passe par là. Et lorsqu'on le touche, bah, ça crée une décharge électrique. Voici à quoi ressemblent des QCM donc, en numérus. Là, c'est de décembre 2020. Donc, l'humérus est l'os du bras. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est Vrai. vrai. Il présente sur la face antéromédiale de sa diaphyse la tubérosité deltoïdienne. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Exactement. C'est sur la face antérolatérale. Ici, vous voyez là. Je vous rappelle que l'humérus, enfin, la diaphyse de l'humérus a trois faces. Une face antéromédiale, antérolatérale qui porte le V deltoïdien ouvert en haut et une face postérieure. La face postérieure de sa diaphyse est en rapport avec le nerf radial. C'est vrai ou c'est faux? On vient de le voir. C'est vrai. C'est vrai. Sa tête représente le tiers d'une sphère. C'est vrai. C'est vrai aussi. Son épiphyse distale présente le capitulum en dedans et la trochlée en dehors. C'est vrai ou c'est faux? Je crois que c'est faux. C'est faux. C'est C'est l'inverse. faux exactement. C'est l'inverse. Donc là, la trochlée en dedans et le capitulum en dehors. Ok. Selon la position anatomique. Il faut toujours se repérer selon la position anatomique. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est la position anatomique, les paumes de la main vers l'avant, un individu qui est haut, les pieds joints et parallèles, etc. Voilà. Maintenant, on va passer au radius. Le radius, donc, c'est un os qui est bilatéral. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver des deux côtés. C'est un os qui est long. Ok. Souvenez-vous de ce qu'est un os long. Comme tout os long, il va avoir une diaphyse et deux épiphyses. Sa diaphyse va avoir trois faces, donc une face antérieure, une face latérale et une face postérieure. Il va avoir trois bords. Un bord antérieur, un bord postérieur et un bord interosseux, bord médial. C'est synonyme. L'épiphyse proximale, donc ici, qu'on voit en 9, ça va être la tête qui est un segment de cylindre, enfin, un segment de cylindre, si je me souviens bien, qui est plus haut en dedans qu'en dehors. Donc là, vous voyez bien vers le 12, vers le biseau, que c'est plus élevé ici que là. Ok. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il faut avoir l'œil pour voir ça, mais c'est un thème qui va tomber, donc attention à bien le souligner. Donc, l'épiphyse proximale, ça va être la tête. Là, voici la tête. Le col, c'est ce qu'on voit en 13. Le col, il est oblique en bas et en dedans.
selon la position anatomique, donc toujours selon la position anatomique, en bas et en dedans. Et dernière chose qui fait partie de l'épiphyse proximale, c'est la tubérosité radiale. Tubérosité radiale, donc c'est un processus, c'est synonyme. Cette tubérosité-là va être destinée à accueillir le tendon du muscle biceps brachial qu'on avait vu tout à l'heure pour l'humérus. Donc, le voici le muscle biceps brachial. Là, vous voyez ici qui s'articule. Donc, c'est celui-ci, le muscle biceps brachial. Il va s'articuler avec ici la tubérosité radiale. Et ensuite, en haut, il va se diviser en deux tendons. Un chef long ici qui va passer par la glutière bicipitale et le reste, enfin, l'autre chef, ce n'est pas à prendre. Ok. Donc, il n'y a que ça qui nous intéresse, ça, le muscle en lui-même et l'autre tendon. Euh, À noter aussi que dans le poly, on dit que la tubérosité radiale, c'est le sommet de la courbure supinatrice. Ok. Ici, le bord antérieur, ça va être la courbure pronatrice en 6 et en 4, ça va être le sommet de la courbure pronatrice. Ok. Donc, on répète, ici, le 7, la tubérosité radiale, c'est le sommet de la courbure supinatrice. En 6, c'est la courbure pronatrice. Et en 4, c'est le sommet de la courbure pronatrice. L'épiphyse distale devient quadrangulaire. Ok. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, le radius, dans sa diaphyse, il a trois faces, mais dans son épiphyse distale, il va avoir le bord interosseux, donc le bord médial, qui va se diviser pour donner donc, une nouvelle face, la face médiale, et donc l'épiphyse distale va avoir quatre faces. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est quadrangulaire dans le polycopier. Il est plus court que l'ulna, ok? Cependant, à bien noter qu'il dépasse l'ulna par en bas par son processus styloïde, ok? Vous allez voir que le radius et l'ulna ont deux processus, tous les deux un processus styloïde. Le processus styloïde du radius, il est plus bas que celui de l'ulna, il est 1 cm plus bas, et la courbe qui passe par le sommet des deux processus styloïdes est oblique en bas et en dehors. Okay. Un petit rappel dans le polycopier, ça ne fait jamais de mal. Donc, les mouvements de pronation et de supination, j'espère que vous savez à peu près ce que c'est. On les a déjà vus la dernière fois, le 19 juillet, lorsqu'on a vu le cours de membre thoracique. Petit moyen mnémotechnique pour ceux qui n'ont pas vu mon visio. Pronation, c'est lorsque la paume de la main est vers le parterre, enfin ça commence par P. Et supination, c'est lorsque c'est vers le ciel, même si ça commence par un C, mais voilà, on a les mêmes. Enfin, ça commence, enfin, ça fait le même son. Supination, c'est lorsque c'est vers le haut. À noter que lors de la supination, le radius et l'ulna sont parallèles et que lors de la pronation, le radius dépasse ou surmonte l'ulna en avant, ok, par en avant. Comme je vous ai dit, donc, ce sont des planches ici à apprendre parce que c'est des planches qui tombent. Vous allez voir dans le poly qu'il y a plusieurs planches sur ce cours-là. Je vous ai mis que celles qui tombent. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici donc toutes les planches qui peuvent tomber, enfin toutes les planches qui attendent ce cours. Donc vous avez de quoi apprendre. Ça va jusqu'à là. Je vous ai sélectionné que les planches qui tombent en QCM, ou qui risquent le plus de tomber en QCM. Donc voici les annales de décembre 2023. L'élément indiqué en 4 est le sommet de la courbure pronatrice. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Donc 4, c'est le sommet de la courbure pronatrice. 6, c'est la courbure pronatrice. Et 7, c'est le sommet de la courbure supinatrice. Ok. Donc à bien noter ça. L'élément indiqué en 10 correspond à la fovea radiale. C'est vrai ou c'est faux? Allô? Personne peut répondre? C'est vrai? Bon, pour ceux qui ne le savent pas, ouais, c'est ça. Donc, phobia, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais étymologiquement, phobia, qu'est-ce que ça veut dire? Phobia, ça veut dire trou. OK? Là, en 10, vous allez voir un trou qu'on appelle la phobia radiale. Ici, vous allez voir donc, euh, sur la radius, donc la phobia radiale qui va s'articuler avec qui? Avec le capitulum de l'humérus. Donc, voici ici la phobia. Vous voyez qu'ici, ça fait un trou, il y a un trou là. Et c'est ce trou-là qui va s'articuler avec, comme vous pouvez le voir ici, le capitulum de l'humérus. On fait ça tout de suite, voilà.
Là, ici, ça c'est le capitulum. Celui-ci va s'articuler donc avec la fovea radiale. Euh, i- Item C, l'élément indiqué en douce s'articule avec la trochlée humérale. C'est vrai ou c'est faux? Personne ne peut répondre? C'est faux? Euh, c'est faux, c'est ça. Pourquoi? C'est un item qui est un petit peu compliqué, mais on va voir ça tout de suite. En gros, je vous rappelle que la portion articulaire de l'épiphyse distale de l'humérus, elle comprend trois parties. Ok? Elle va comprendre trois parties. La trochlée ici, la zone capitulo-trochléenne ici et le capitulum ici. La trochlée s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. La zone capitulo-trochléenne va s'articuler ici avec le biseau de la tête radiale, donc ce qu'on vient de voir, là, ici en 12. Et le capitulum va s'articuler avec la fovea radiale. Ici, l'item nous dit que, enfin, stipule que l'élément 12, donc le biseau de la tête radiale, va s'articuler avec la trochlée humérale. Ben, c'est faux. Le biseau de la tête radiale, donc l'élément 12, s'articule avec la zone capitulo-trochléenne. L'élément indiqué en 15 correspond à la face latérale de la diaphyse. C'est vrai ou c'est faux? Personne ne peut répondre? C'est vrai. C'est vrai. Le muscle biceps brachial s'insère sur l'élément indiqué en 7. Je crois que c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Attention à bien faire la différence. Tout à l'heure, pour l'ulna, on va voir qu'il y a un muscle brachial antérieur ou brachial. Ce sont deux muscles différents. Ok. Parfois, on va vous piéger, enfin, on va inverser. On va vous dire, par exemple, le muscle brachial antérieur s'insère sur l'élément indiqué en 7. Ben, c'est faux, c'est le muscle biceps brachial. Dans ce cours-là, on parle de deux muscles. Et retenez que dans ce cours-là, on va parler des muscles biceps brachial et brachial antérieur ou brachial. Donc, l'ulna, c'est un os qui est long, ok, bilatéral, qui est articulaire par des incisures. Vous allez avoir une incisure trochléaire qui va être destinée à accueillir la trochlée de l'humérus ici vers l'épiphyse proximale et à l'épiphyse distale, euh, elle va s'insérer, enfin, il va s'insérer dans l'incisure ulnaire du radius par sa tête. Ok. Et une troisième et dernière incisure, c'est ici en 13, l'incisure radiale qui va être destinée à accueillir la circonférence radiale. Donc, c'est un oscillon, donc une diaphyse. Cette diaphyse, elle va avoir trois faces et trois bords. Une face antérieure, une face postérieure, une face médiale. Ensuite, il va avoir trois bords, un bord antérieur, un bord postérieur et un bord interosseux ou un bord latéral. Tout à l'heure, on avait dit que le bord interosseux, c'était un bord médial par rapport au radius, mais par rapport à l'ulna, lui aussi, il va avoir un bord ici en 6 qui va être latéral par rapport à lui. Il va avoir, comme tout oscillon, donc une épiphyse proximale. Cette épiphyse proximale, elle est constituée de deux processus. Le processus coronoïde, ok, attention à bien noter coronoïde. Tout à l'heure, on parlait pour la clavicule, tubercule conoïde et pour la scapula du processus coracoïde. Là, pour l'ulna, on a un nouveau nom qui est le processus coronoïde. Et c'est sur là qu'on portait beaucoup de pièges en QCM. Donc, à bien noter la différence. Donc, deux processus, coronoïde, et un deuxième processus olécranien ou olécrane, en œuf. Enfin, vous allez voir après. Mais, une épiphyse distale. Okay, l'épiphyse distale qui comprend la tête et le processus styloïde. La tête, elle va être divisée en deux parties. Une partie inférieure et une partie latérale. La partie latérale va s'insérer dans l'incisure ulnaire du radius. La partie inférieure va s'articuler avec le disque radiocarpien et le processus styloïde de l'ulna, donc comme on a dit tout à l'heure, où le processus styloïde du radius est plus bas que celui de l'ulna. Okay. Cependant, l'ulna est plus long que le radius. Là, il manque la fin du mot, mais on retient que l'ulna est plus long que le radius, mais que le radius dépasse par en bas l'ulna. À noter la différence. Juste pour revenir à l'épiphyse proximale, sachez que ces deux processus, donc le processus coronoïde par sa face supérieure et le processus olécranien par sa face antérieure, vont délimiter l'incisure trochléaire qui va être destinée à accueillir la trochlée. Okay. Ensuite, l'ulna, il va avoir une tubérosité, donc comme son nom l'indique, qui est ulnaire, une tubérosité ulnaire sur la face antérieure de celle-ci. Là, il y a deux choses. Il y a une chose qui tombe souvent en QCM, c'est un piège entre l'incisure radiale de l'ulna et la tubérosité ulnaire. Ok. La tubérosité ulnaire, c'est sur la face antérieure.
ici, du processus coronoïde. Tandis que l'incisure radiale, elle va être sur la partie latérale de la face antérieure. Ça tombe en général en QCM, donc à bien comprendre. Si vous n'arrivez pas à retenir, ben, si vous visualisez au moins, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre, vous allez voir dans le poly que si je vous mettais la phrase telle quelle, vous n'allez rien comprendre, mais que si je vous la mettais avec la planche, ça va déjà mieux. Ok. Donc, on va passer au QCM. Voici la note de décembre 2019. L'ulna est un os long et bilatéral dépassant le radius par en bas. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok, donc c'est l'inverse, c'est le radius qui dépasse l'ulna par en bas. Cependant, on dit que l'ulna est plus long que le radius. Ok, à bien retenir. La diaphyse présente dans le plan frontal une courbe proximale convexe en dehors et une courbe distale convexe en dedans. Ça, on ne l'a pas dit, mais c'est écrit en poly, donc c'est pour ça que c'est un cours de révision et on ne revoit pas tout de A à Z. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ok. Euh, je ne sais pas si... enfin, essayez de toucher votre ulna et vous allez voir que sur le côté, hein, essayez de le toucher sur, enfin, du côté médial, vous allez voir que en bas, enfin, la partie en bas va être convexe vers vous, tandis que la partie en haut va être plus creusée, donc convexe en dehors ou concave en dedans. C'est exactement la même chose. Ben, c'est pareil que ce qu'on dit cet item, ok? Euh, la diaphyse présente dans le plan frontal une courbe proximale convexe en dehors. Ok, là, on la voit, mais elle est très légère. C'est pour ça que je préfère que vous touchiez votre ulna pour que vous le sentiez, parce que là, vous n'allez pas très bien le voir. Mais en gros, là, vous allez avoir une partie, la partie proximale qui va avoir une courbure convexe en dehors, ainsi qu'une partie distale avec une courbure convexe en dedans. Voilà. C'est très léger, vous ne voyez pas très bien, donc c'est pour ça que je vous conseille de toucher, vous allez mieux sentir. La face médiale du processus coronoïde est creusée dans l'incisure radiale. C'est vrai ou c'est faux? Essayez de visualiser. Personne ne sait? Vous savez pas? Moi, je sais Bon, pas. ok, c'est pas grave. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, ici, vous allez avoir le processus coronoïde en 8, ok? Et sur la face latérale de ce processus coronoïde, vous allez avoir l'incisure radiale de l'ulna qui va être destinée à accueillir le radius. C'est exactement ce qu'on nous dit cet item, sauf que là, il y a un petit piège dans l'item. Enfin, un petit piège. Oui, c'est un piège. C'est la face latérale du processus coronoïde et pas la face médiale. Donc là, vers ici, vous avez la partie médiale et là, vous avez la partie latérale. Là, l'incisure radiale, elle est de ce côté, donc elle est du côté latéral. Toujours selon la position anatomique conventionnelle. La face antérieure de l'olécrane est articulaire et contribue à former l'incisure trochléaire. Je crois que c'est C'est vrai. vrai. Exactement, c'est vrai. Je vais juste mettre une petite image du polycopier pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Donc, voici une image en vue latérale de l'ulna. Donc, ici, en 6, vous allez avoir le processus coronoïde. Et en 4, vous allez avoir le processus olécranien ou olécrane. Ok, c'est ce qui va former le coude, en gros. Le coude, non, c'est l'articulation, mais ce qu'on appelle, nous, communément, le coude. Ok, c'est le gros truc qu'on sent quand on touche le coude. La face antérieure de l'olécrane, ainsi que la face supérieure du processus coronoïde, vont former cette partie-là en 7 qu'on appelle l'incisure trochléaire. Cette incisure trochléaire, comme son nom l'indique, est destinée à accueillir la trochlée de l'humérus. Ok. Donc, le versant inférieur de la tête de l'ulna répond au disque articulaire de l'articulation radiocarpienne. C'est vrai ou c'est faux? Allez, il nous reste 10 minutes, on essaie d'aller plus vite. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Essayez quand même, au moins vous allez retenir si vous vous trompez. Je crois que c'est faux. C'est vrai, mais c'est vraiment une chose très compliquée à visualiser en truc, enfin, visualiser tout court, même avec une image, parce que la plupart des images n'ont pas cette partie-là. Ouais, là, par exemple, il n'y a pas sur cette application ce dont je parle. Mais en gros, ici, entre la tête de l'humain ici et le carpe, vous allez avoir un disque.
un disque articulaire. Et voilà, donc, pour vous faire un petit rappel, donc vous avez l'épiphyse distale de l'ulna qui va être formée de la tête de l'ulna et du processus styloïde ulnaire. La tête de l'ulna, elle a deux versants, un versant inférieur et un versant latéral. Le versant latéral qui s'articule avec le radius et le versant inférieur qui s'articule avec le disque radiocarpien. Le carpe. Le carpe, c'est un ensemble d'os, donc c'est un nom qu'on donne aux 8 os qui sont courts du poignet. Et ils sont disposés en deux rangées. Donc attention à bien noter ça, le carpe, ce n'est pas un seul os, c'est le nom d'un ensemble d'os. Ok, c'est l'os, les os du poignet. Il y en a 8, ils sont courts. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre les os longs, les os courts et les os plats. Ces os, ils vont être rangés en deux rangées de 4 os. Donc, une rangée proximale, une rangée distale. Donc, la rangée proximale qui va être faite donc, du scaphoïde, du lunatum, du triquetrum et du pisiforme, et une rangée distale qui va être faite du trapèze, trapézoïde, du capitatum. Attention de faire la différence cette fois-ci avec le capitatum. Tout à l'heure, on parlait du capitulum pour la zone qui est articulaire avec la fourbe radiale. Là, on parle du capitatum. Et dernier os, c'est l'amatum. Le massif osseux est concave en avant. Donc là, je vous ai mis une image pour bien visualiser ça. Donc là, ici, vous allez avoir le trapèze en un, en 2, le trapézoïde, en 3, le capitatum, et en 4, l'amatum. Et ces os, ils sont articulés de telle manière que ils vont être concaves en avant. Cette concavité en avant va former une gouttière. Cette gouttière-là, on va l'appeler euh, la gouttière carpienne. Cette gouttière va être fermée en avant par le rétinaculum des fléchisseurs, ici en 5. À noter que le carpe plus le métacarpe qu'on va voir tout à l'heure, qui sont les os de la paume de la main, plus les phalanges, ça va former le squelette de la main. Okay. Ici, dernière chose pour la rangée proximale et distale, je vous donne juste le moyen mnémotechnique que j'avais pour les apprendre. La rangée proximale, ça va être scaphoïde, lunatum, triquetum, pisiforme. Donc, moi, je me souvenais de SLTP, donc salut-pierre, par exemple. Vous faites des mots avec ça. Et la rangée distale, où c'était trapèze, trapézoïde, capitatum, amatum, donc TTCH, donc TTOCHU. Salut-pierre, TTOCHU. Voilà. Donc, Anna de 2018. Le carpe est un massif osseux concave en arrière formé par l'assemblage de 8 os. C'est vrai ou c'est faux? Je crois que c'est faux. C'est faux, pourquoi? En avant. C'est ça, exactement. La rangée proximale du carpe comporte de dedans en dehors le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et pisiforme. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Là, il y a un petit piège. C'est faux, Le non? truc, c'est... Comment? Je disais, c'est faux, c'est de dehors en dedans, non? C'est ça, c'est de dehors en dedans. OK? Je vais essayer de vous mettre une petite image pour que vous compreniez. Donc, voici ici les os du carpe, ici les butos, enfin les butos. Ici, vous allez avoir le scaphoïde, ici, vous allez avoir l'unatum, là, le triquetrum, et là, le pisiforme. Vous voyez bien que c'est de dehors en dedans. Ok. Là, si je vous mets le truc, si je vous mets une image d'un squelette, bon. J'ai pas d'image, mais en gros, si, je sais pas si vous arrivez à visualiser ce qui est dehors et en dehors et en dedans. Mais là, dehors, c'est synonyme de latéral et dedans, c'est synonyme de médial. Là, ça va de dehors en dedans. Ok. À noter une dernière chose que je ne vous ai pas dite, la numérotation des doigts se fait de dehors en dedans pour la main, tandis que la numérotation des doigts du pied se fait de dedans en dehors. Pourquoi? Parce que la numérotation commence toujours par le pouce. Or, en position conventionnelle, le pouce, il est en dehors. Ok. Donc, la numérotation, ça va être comme ça. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Tandis que pour les métatarses, qu'on va voir tout à l'heure, enfin, les métatarses, c'est pour les pieds, et les métacarpes, enfin, les métacarpes qui sont là, les métatarses, c'est pour les os du pied. La numérotation se fait selon de dedans en dehors, ok, parce que ça suit le pouce, ok, ou l'orteil, c'est pareil. La rangée
Ça, on a dit. La fracture du scaphoïde est fréquente et grave car de consolidation délicate. C'est vrai ou c'est faux? Je dirais vrai. C'est vrai. C'est un os qui est subcutané, on le sent. Il est délicat, donc si on le casse, il va y avoir du mal à se reconstituer. La gouttière du carpe est fermée en avant par le rétinaculum fléchisseur. C'est vrai ou c'est faux? Faux. C'est vrai, on le voit ici en 5. La gouttière du carpe, elle est fermée en avant. Donc, voici la gouttière en 6. Et en avant de celle-ci, on va voir le rétinaculum fléchisseur. Donc, c'est vrai. Les os sésamoïdes et de l'articulation métacarpophalangienne du pouce sont constants. C'est vrai ou c'est faux? Ça, on va le voir maintenant. OK? Pas besoin de répondre, on va le voir maintenant. Donc, dernière partie du cours. Vous allez avoir, donc, comme je vous l'ai dit, les os de la main qui vont être formés donc, du carpe, du métacarpe et des phalanges. Les os métacarpiens sont des os longs qui vont avoir une diaphyse et des bases. Ce sont les os de la paume de la main. OK? Donc, ils sont numérotés de dehors en dedans parce que ça suit le pouce, ce qui est le contraire du métatarse. Ensuite, vous allez avoir les os des doigts qu'on va appeler les phalanges. Ce sont ils sont trois pour chaque doigt, sauf pour le pouce qui n'en a que deux. Là, vous voyez, le pouce, il n'a que deux phalanges, tandis que le reste des doigts, donc l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, vont avoir trois phalanges, une proximale, une moyenne et une distale, tandis que le pouce va avoir une proximale et une distale. Et pour finir, entre les articulations du métacarpe et des phalanges, vous allez avoir les os sésamoïdes. Qu'est-ce que c'est les os sésamoïdes? Les os sésamoïdes, ce sont des os qui sont inconstants. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver chez toutes les personnes, pour certains d'entre eux. C'est des os qui ne sont pas toujours à cet endroit à la naissance. D'autres, ils vont être là, pour d'autres, ils ne vont pas être là, etc. Par contre, parfois, vous allez avoir des os qui vont être constants. Les os sésamoïdes, on les retrouve donc dans les muscles et dans les tendons. Ok. Donc, muscles et tendons, j'espère que vous savez tout ce que c'est qu'un tendon, je l'ai dit tout à l'heure. Là, ici, vous avez votre muscle. Enfin, c'est pareil que les muscles, vous avez un muscle et des tendons. Et à l'intérieur de ceci, parfois, on va retrouver des os, ce sont les os sésamoïdes. Euh, dans ce cours, on parle de trois zones où on retrouve des os sésamoïdes. La zone d'articulation entre les métacarpes et les phalanges, qu'on appelle la zone métacarpophalangienne du pouce. Donc, le pouce, il a deux os sésamoïdes qui sont constants, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là et chez toutes les personnes. Ils sont à l'intérieur de muscles, de tendons. Ceux entre l'articulation du métacarpe et des phalanges du pouce sont au nombre de deux, un os sésamoïde médial et un autre latéral. Je pense qu'ici, en image, on le voit. Voici, voilà, on les voit ici très bien. Ce sont des tout petits os ici. Là, un os sésamoïde qui est un latéral, un médial. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Donc, on dit qu'ils sont constants. Ensuite, vous allez avoir d'autres os sésamoïdes qui là, ne sont pas représentés. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconstants. Ils ne sont pas là chez toutes les personnes. Ils sont toujours entre la zone d'articulation métacarpophalangienne. Cette fois-ci, ça va être la zone métacarpophalangienne du pouce, ok? Donc, dans cette zone-là, et celle du cinquième doigt, ou alors aussi le doigt auriculaire. Donc, ici, on va voir aussi un dernier os sésamoïde qui est inconstant. Donc, on répète, là, dans la zone métacarpophalangienne du pouce, il y a deux os sésamoïdes constants. Dans l'index, dans la zone métacarpophalangienne de l'index, il y a un os sésamoïde qui est inconstant. Et dans la zone métacarpophalangienne de l'auriculaire, il y a un os sésamoïde qui est inconstant. Okay, à bien noter. Donc là, je vous ai remis une autre annale. C'est à peu près comme tout à l'heure, sauf que là, c'est une année différente. Vous allez voir que les annales retombent souvent. Donc, vous allez avoir les mêmes annales. Ça peut arriver, ça arrive. Et c'est la plupart de vos questions vont être des annales. En anatomie, en UE1, en UE3. Les profs se cassent pas la tête en première année. Ils reprennent juste les anciennes annales. Parfois, ils les changent un petit peu, mais voilà. Ou alors, parfois, vous avez vraiment des profs qui sont chiants et qui veulent vraiment piéger tous les élèves. Et ils sont là pour vous abattre. Donc, en décembre 2021, on a eu ces questions-là. Donc, le carpe est un massif osseux concave en arrière. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est faux, on l'a dit tout à l'heure. Il est concave en avant. On le voit ici. La rangée distale du carpe présente de dehors en dedans le trapèze, trapézoïde, triquetrum et alamatome. Faux. C'est faux. C'est
rangée distale du carpe est présente de dehors en dedans, trapèze, trapézoïde, capitatum et amatum. Le triquetrum, c'est un os de la rangée proximale. La gouttière antérieure du carpe est fermée en avant par le rétinaculum de fléchisseur, formant ainsi un canal inextensible. Vrai. C'est vrai. Les métacarpiens s'articulent en haut avec les os de la deuxième rangée du carpe. Vrai ou faux? Personne ne sait? Essayez de faire des erreurs, hein. C'est pas grave si, enfin, tentez, mais c'est pas grave si vous faites des erreurs. Au pire, vous apprendrez mieux. Personne ne va vous juger de toute façon. Moi, je sais que quand je faisais des erreurs, j'apprenais mieux. Moi, j'aurais dit faux. Enfin, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ici, on le voit, là, sur cette planche-là, on le voit. Voici donc le carpe. Le carpe, ça va être quatre os de rangée proximale et quatre os de rangée distale. Ils vont être articulés avec les os de la paume de la main. Donc, le carpe, c'est les os du poignet. Les os de la paume de la main, ça va être les métacarpes. Donc, les métacarpes vont s'articuler avec les os de la deuxième rangée du carpe. Ok. À noter aussi qu'il y a beaucoup de pièges qui mettent fait là-dessus. On va vous piéger entre métacarpe et métatarse. Ok. À bien comprendre, enfin bien distinguer les deux. Le carpe, c'est pour la main et le tarse, c'est pour le pied. Ok. Moi, pour retenir, bah, je me disais que tarse, ça commence par T comme talon. Et donc, à partir de là, je me trompais plus. Enfin, ça, c'est pour ceux qui veulent aller vite. Euh, Ensuite, les os sésamoïdes de l'index et du cinquième doigt sont inconstants. Vrai. Vrai. C'est vrai. Donc, l'index, vous savez tous que c'est le deuxième doigt, ok, c'est celui-ci. Et le cinquième doigt, dans le poly, on donne le nom, mais ça ne tombe jamais en QCM, et c'est toujours bon à prendre. Donc, le cinquième doigt, on l'appelle aussi l'auriculaire, et le quatrième, on l'appelle l'annulaire. Ok. Voici pour les annales. Maintenant, je voulais parler des annales de décembre 2023, donc celles qui sont tombées à mon année, celles que j'ai dû cocher, etc. Euh, Sachez qu'on n'a pas accès aux annales, donc c'est pour ça que je ne les ai pas montrées, parce que je ne les ai pas encore. Mais je me souviens donc des QCM ou quoi. Nous, à notre année, on avait eu 4 QCM dessus. Ok. On avait eu 4 QCM en thoracique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, mais en gros, chaque année, il y avait 2 QCM qui tombaient. Nous, à notre année, on en a eu 4. Ok. En anatomie, vous allez avoir 16 cours pour 20 questions. Donc, il y a forcément quelques cours parfois d'année en année qui vont avoir plus de QCM que le nombre de cours. Ok. Par exemple, digestif, vous allez avoir trois cours, mais moi, à mon année, on n'a eu qu'une seule question dessus, en digestif. Tandis que parfois, en innervation, vous avez 4 cours, bah, vous allez avoir 5 questions dessus. Et nous, cette année, ça a été le cours de membre thoracique, on a eu 4 questions dessus. Il y avait quelques items hors concours. Ok. Cette année-là, en anatomie, il n'y avait pas eu de très très bonnes notes. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de profs qui s'étaient amusés à faire des questions hors concours, donc qui n'étaient pas dans le polycopier. Et donc là, vous êtes face à vous-même et vous cochez, c'est entre vous et votre chance. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Mais sachez que c'est pas pour autant que vous allez échouer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, notre année, on avait eu des QCM sur la scapula, donc scapula, clavicule, humérus et ulna. Et on a vu, je crois, pour ces 4 QCM, 2 ou 3 items qui étaient hors concours. Lorsque vous allez avoir accès aux annales, la faculté vous les enverra d'ici quelques semaines. Vous allez avoir accès aux annales de notre année sans la correction. Sans la correction, vous pourrez voir à peu près à quoi ressemblaient nos sujets, enfin, les sujets auxquels on était tous tombés à mon année. Et vous pouvez vous faire une idée de ce qu'on vous attend. Je vous conseille de bien faire les annales. Ok. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de profs qui se cassent pas la tête et qui reprennent des annales où au mieux, ils changent juste quelques trucs dans l'annale et voilà, ils la reprennent. Donc, on fait beaucoup d'annales. Il faut aussi faire des QCM d'entraînement parce que les profs peuvent aussi innover et faire des nouvelles questions. Ok. Donc, on s'entraîne à faire beaucoup de QCM en général. Et vous allez voir que si vous continuez comme ça sur cette ligne de mire, il n'y a pas de raison que vous échouez. Ok. Vous êtes 1600 à la fac. Pour 250 places en médecine, 40 en dentaire, 80 en pharma, 80 en kiné et 20 en sage-femme à peu près, si j'arrondis. Vous êtes 1600, pas tout le monde va avoir sa place. Essayez de vous faire la vôtre. Ok. Essayez de bien travailler. Faites beaucoup de QCM. Je vous donne ce conseil parce que je sais que
tous ceux qui étaient autour de moi qui ont réussi ont fait beaucoup de QCM. Moi, c'est celui peut-être que j'ai fait le plus de QCM. J'ai dû en faire pendant 80 000. Ok, donc, faites beaucoup de QCM et travaillez beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce live. Je vous souhaite un bon travail, un bon courage pour la pré-rentrée qui arrive en présentiel. Pour ceux qui sont en classe boost, je vous souhaite aussi un bon travail. Merci à Merci, au tous. revoir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me poser en message ou maintenant.